Les personnes pourront également se référer à la documentation qui sera envoyée de toute façon à la fin. Bienvenue en tout cas à ceux qui nous ont déjà rejoints à ce webinaire spécial sur l'introduction de l'IA, l'adoption de l'IA dans le secteur de la construction. Si vous êtes ici, c'est que en fait, ce webinaire est pour vous. En fait, si vous travaillez dans l'industrie de la construction au sens large, donc ça peut être l'industrie tout ce qui est en lien avec les bâtiments, services professionnels, la gestion immobilière. Aussi un bon webinaire si vous souhaitez faire croître votre entreprise, contrôler les dépenses, contrôler les besoins de liquidité. Également, si vous avez pour ambition de vous libérer de la bureaucratie, du travail administratif, de tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée en fait dans votre entreprise. Si vous avez, je suis sûr que vous êtes nombreux en fait à avoir la difficulté à recruter des employés fiables, vous rêvez d'automatiser le plus possible vos opérations sans y laisser vos chemises, un point important. Également, mais en fait, bien que c'est pas un webinaire pour des experts en technologie ou en numérique, mais donc en fait, ça prend quand même une certaine culture numérique au départ, mais vous n'avez pas besoin d'être un expert en TI pour pouvoir suivre ce webinaire. Je vais me présenter, Guillaume Delreux, donc je suis architecte en équipe d'agents IA et organisation augmentée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, j'ai une entreprise qui s'appelle Optimisation Plus. On est spécialisé en efficacité administrative avec l'intelligence artificielle. On a dans notre équipe des experts en IA, des gens qui sont techniques. Mais moi, mon expertise, c'est d'arriver à identifier et bâtir les bons agents qui vont vous permettre d'augmenter votre performance et aussi d'adapter votre organisation. Donc vraiment, mon ambition, c'est de vous aider à utiliser l'IA pour faire croître votre entreprise sans que vous ayez justement à devenir des experts en TI et sans que vous ayez à vous ruiner non plus. Donc l'intelligence artificielle permet de faire de très belles choses avec des moyens quand même somme toute limités. Mon histoire, comment moi-même j'ai transformé mon entreprise en adoptant l'IA sans devenir ces fameux experts. Si je reviens en arrière, donc en 2023, je possédais une entreprise de services conseil spécialisée en optimisation de processus et de services clients. À l'époque, j'avais une seule source de revenus et c'était mes services conseils. Donc, en fait, c'était essentiellement basé sur mon temps. Et au fur et à mesure que je voyais la croissance de l'entreprise, eh bien, je voyais la quantité de travail administratif qui s'accumulait. Je peux juste penser au volet comptabilité, traitement de factures, même les ressources humaines, le recrutement. J'avoue que je n'étais pas parti en affaires pour faire ce genre de travail-là. Fin 2023, courant 2024, je dirais même, j'ai décidé de prendre à bras-le-corps l'intelligence artificielle et de transformer littéralement en fait mon modèle d'affaires. On est rendu 2 ans plus tard et je possède actuellement donc 2 entreprises qui sont spécialisées en automatisation avec de l'intelligence artificielle. Optimisation Plus qui est spécialisée dans les processus administratifs et Prométhée qui est spécialisée dans le volet service client. Grâce à l'adoption de l'intelligence artificielle, je me retrouve en fait avec plusieurs sources de revenus, donc à la fois de la formation, des services conseils et on fait du développement de solutions en intelligence artificielle. Depuis que j'ai fait ce virage-là, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, on vit une croissance assez importante à 2 chiffres de nos revenus, de notre profitabilité et une simplification de l'entreprise. J'en suis vraiment, vraiment très satisfait. Donc, je ne suis pas un expert en construction. Par contre, en fait, j'espère que vous verrez qu'on a beaucoup de choses à apporter, que ce soit dans l'analyse des inefficacités, l'automatisation. En fait, il y a énormément de connaissances qui peuvent s'appliquer dans le secteur particulier de la construction. L'objectif vraiment, c'est découvrir comment l'IA peut vous aider à transformer votre entreprise et accélérer la croissance de vos revenus. Et ça, quelle que soit votre taille,
et votre maturité numérique. Les gens pensent que c'est uniquement pour les grandes entreprises, mais non, ce n'est pas le cas. Même les petites entreprises peuvent les utiliser et on n'a pas besoin d'avoir une maturité numérique incroyable pour pouvoir commencer. Il faut y arriver à un moment donné, mais on peut commencer quel que soit le stade où on se trouve. Sans devenir développeur, vous n'avez pas besoin de devenir un développeur ou un expert en intelligence artificielle. Ça vous prend de la curiosité définitivement. Ça prend un peu de bidouillage, de commencer d'être capable de manipuler, de jouer avec des modèles et compagnie, mais on n'a pas besoin de devenir développeur. Et je dirais qu'il ne faut surtout pas aller dans cette direction-là. Et également, on regardera comment faire pour ne pas embarquer dans ce que moi j'appelle des projets crocodiles. Donc, ça, c'est l'héritage de mes propres investissements dans l'immobilier. On appelait des projets crocodiles les projets qui venaient bouffer toutes nos liquidités et pour lesquels on n'avait aucun espoir de retour sur investissement. Donc, nos objectifs, l'idée, c'est d'arriver à passer de ce que moi j'appelle l'IA distrayante, donc celle qu'on voit sur tous les médias sociaux, les superbes vidéos, on voit des singes qui font des choses qu'on n'aurait jamais crues, des gens qui s'enflamment devant une vidéo ou qui sautent en parachute, sans parachute. Toutes les choses qui sont très distrayantes, qui sont amusantes, mais passer de ça à comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle dans le contexte professionnel, comment est-ce qu'on arrive à aller avoir des gains en fait avec ces outils-là et vraiment en automatisant nos processus, en réduisant les tâches à non-valeur ajoutée. Quand on a préparé ce webinaire dans le domaine de la construction, on a voulu se focaliser. Il y a énormément d'applications, vous le verrez. Il y a énormément d'applications de l'IA dans le domaine de la construction. On a souhaité se focaliser sur 3 défis et qui sont autant d'opportunités. 3 défis que je pense la plupart d'entre vous devez rencontrer. Un, comment est-ce qu'on définit les prix des projets? C'est vraiment un travail qui est complexe et qui a un impact considérable en fait sur la profitabilité des entreprises. Mais si vous avez des prix qui sont trop élevés, vous risquez de manquer votre projet ou vous risquez de le perdre pour quelqu'un. Mais si vous êtes trop bas, c'est toute votre profitabilité en fait qui est, malgré le travail excellent que vous pourriez faire, c'est toute votre profitabilité qui est en jeu. Deuxième enjeu, donc le contrôle et la réduction des coûts de main-d'œuvre. On parle d'une industrie où les coûts de main-d'œuvre sont quand même assez conséquents et également les coûts de sous-traitance, puisque c'est rare qu'une entreprise soit capable de faire la totalité d'un projet au complet. Il y a énormément d'intervenants en fait dans les projets qui sont menés dans cette industrie-là. On parlera de la stratégie qui, selon moi, est probablement gagnante en termes d'adoption de l'intelligence artificielle. C'est vraiment de se focaliser sur le processus bout en bout de gestion de vos projets. Donc, on parle de la soumission et du contrat qui est fait, des premières étapes de conception, de préconstruction, les étapes de construction en tant que telles, les étapes de livraison par la suite au client, de facturation et même les étapes de service après-vente. Donc, à chacune de ces étapes-là, et on va en regarder plusieurs dans le détail, il y a des très belles opportunités, en fait, qui peuvent avoir un impact considérable. On va parler comment, finalement, bâtir des équipes d'agents qui vont prendre en charge plusieurs de ces étapes, de ces activités clés dans ce processus de projet. Donc, évidemment, on pourrait bâtir des équipes en termes qui prennent en charge le marketing, les ventes, le service client, des équipes d'agents qui prennent en charge l'estimation, la planification des projets, d'autres équipes qui pourraient prendre en charge le volet gestion des chantiers et évidemment, l'autre partie qui est vraiment toute l'administration, la comptabilité et les ressources humaines. Donc, énormément d'opportunités en fait dans votre industrie. Et on verra comment les gains qui sont en arrière en fait sont conséquents quand on applique l'intelligence artificielle sur les bonnes activités et les bons processus. Les enjeux sont intéressants. Donc, si on arrive à optimiser les soumissions, c'est la profitabilité derrière qui peut être impactée de façon très positive. Tout le volet des achats de matériaux, à la fois sur les prix, mais également sur le fait de les acheter au bon moment.
l'augmentation de l'efficacité des chantiers, donc le fait de réduire les pertes de temps, le contrôle des équipements, comment est-ce qu'on s'assure qu'on sait quel équipement est à quel endroit, même la maintenance de certains de ces équipements-là qui peuvent coûter parfois très cher. Le fait qu'il y ait moins de conflits également dans les chantiers puisqu'on est plus efficace, donc conflit qui peut être à l'intérieur des équipes ou avec des sous-traitants, impact également positif sur la sécurité. Finalement, un point très important, puisque en fait, avec l'IA, on a la possibilité d'avoir un impact considérable sur les délais de projet. Et donc, quand les projets se terminent plus tôt, ben, on a une chance d'être payé plus rapidement, ce qui a un impact positif sur notre cash flow, et également d'augmenter nos revenus, puisque ben, on peut passer au prochain projet. Donc, énormément de bénéfices. Mais évidemment, il y a un aspect de risque également qu'on veut réduire. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire des projets qui ont des retours sur investissement entre 3 et 6 mois? C'est tout à fait possible, en fait, avec l'intelligence artificielle. C'est les premiers projets, en fait, c'est là qu'on vous conseillerait d'aller le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projets qui sont avec des retours sur investissement un peu plus longs, mais puis on reste dans des choses qui sont très raisonnables, donc 12-18 mois. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des projets qui vont payer rapidement et créer un flux positif de liquidité, ce qui vous permet d'investir et de continuer d'investir. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va procéder en 4 temps. Je vais faire un petit tour sur les agents et l'automatisation agentique. Pour certains, ça sera peut-être complètement nouveau. Pour d'autres, ça sera un petit peu moins. On va essayer de mettre tout le monde à jour pour essayer de bien comprendre en quoi cette technologie vient vraiment changer la game, puis comment est-ce qu'elle va pouvoir s'appliquer dans votre industrie. On passera en revue par la suite en fait plusieurs applications que moi je trouve très très pertinentes et qui ont un impact important. Finalement, dans un troisième temps, on parlera des risques de façon un peu plus détaillée et des conditions de succès. Et on terminera en fait par quelques prochaines étapes, en fait, dépendamment de là où est-ce que vous êtes, quelques prochaines étapes qu'on pourrait vous conseiller. Donc, commençons tout de suite avec les agents, l'automatisation agentique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une équipe d'agents? En fait, si on veut vraiment être très, très simple, des agents, c'est des robots qui utilisent de l'intelligence artificielle et qui vont réaliser des actions pour vous. Elles vont être capables de prendre en charge les processus, les activités de votre entreprise. Ça, la beauté de cette affaire-là, évidemment, c'est que ce sont des robots, donc ils ont besoin de se reposer. Donc, ils sont capables de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais on parle aussi de robots qui peuvent travailler ensemble. Donc, vous verrez tout à l'heure comment on peut faire travailler plusieurs robots ensemble et donc on obtient une équipe de robots, une équipe d'agents. Et donc, ils peuvent travailler de façon autonome et ils peuvent travailler ensemble et ils peuvent travailler surtout avec vous. Donc, comment est-ce que là, en fait, le volet intelligence artificielle et vos équipes, comment est-ce qu'elles travaillent ensemble? Ça fait partie des choses qu'on va voir, mais donc, c'est ça une équipe d'agents. Donc, c'est plusieurs robots qui travaillent ensemble, qui utilisent l'intelligence artificielle pour réaliser des opérations et qui vont collaborer avec votre équipe. C'est quelque chose d'assez nouveau. Puis, je vais dire assez nouveau, ça fait maintenant 1 an, en fait, que les agents sont plus officiellement sur la place. Ça ne veut pas dire que l'IA, en fait, a seulement 1 année. En fait, en réalité, l'IA, l'IA existe depuis une bonne dizaine, quinzaine, en fait, même vingtaine d'années. J'étais aux études dans les années 90 et on faisait déjà de l'intelligence artificielle. Mais pendant toute une période, on a eu le développement de ce qu'on appelle l'IA descriptive. Donc, l'IA qui est capable de faire des calculs intéressants, des prévisions, par exemple, des prévisions de vente, des prévisions de profitabilité, des prévisions de trafic dans des magasins, des choses comme ça. Mais évidemment, on est tous marqués, tous nos esprits sont marqués par l'arrivée phénoménale de l'IA générative en 2022 avec ChatGPT, évidemment. Et les agents, en fait, viennent utiliser cette technologie et viennent, en fait, expansionner en fait les capacités de l'IA générative et maintenant en fait on est
en train de mettre en place ces agents-là à l'intérieur de notre processus de travail et de faire ce qu'on appelle de l'automatisation agentique, où on automatise des processus avec des agents. C'est ce qui est en train de se faire maintenant. Mais qui sait où sera l'intelligence artificielle dans 3, 6 ou 9 mois. Une chose est certaine, on sait que ça va continuer d'évoluer. Je disais que les agents sont en fait une sorte d'extension finalement de l'IA générative. Donc vraiment pour bien le comprendre, l'IA générative c'est basé sur ce qu'on appelle des LLM, donc des grands modèles de langage, donc Large Language Model, LLM, qui est ce qu'on connaît avec ChatGPT. Donc on pose une question à ChatGPT, nous répond en langue, en fait, de façon naturelle. Mais en fait, la manière dont ça fonctionne, donc ce sont des outils qui vont essayer de prédire les prochains mots qui sont les plus appropriés par rapport à une question qu'on pourrait poser. On a tous été quand même stupéfaits par la capacité de ces outils-là. Et très rapidement, en fait, dans le travail, notamment dans le travail, ce qu'on s'aperçoit, c'est que une fois qu'on lui pose la question, et on a tout le travail à faire par la suite, là, si on lui dit comment est-ce que je dois organiser mon projet, il nous le dit, mais c'est à nous de le faire. Et aussi l'autre élément, c'est que en fait, c'est un outil qui est réactif, donc qui a besoin qu'on lui pose des questions. C'est notre point de départ. Au fur et à mesure, avec le temps, en fait, les LLM, on leur a ajouté des outils. Et des outils, ça veut dire, on leur a notamment ajouté la capacité de, par exemple, aller voir sur un site web et puis d'aller récolter de l'information. On lui a donné la possibilité de se connecter avec des dossiers partagés pour pouvoir accéder à la connaissance. Mais on est allé beaucoup plus loin. En fait, maintenant, on peut avoir un LLM qui est connecté avec une application de gestion de projet ou avec un CRM pour être capable d'aller rechercher de l'information sur un client. Et même encore plus avec, par exemple, un outil de messagerie, donc par exemple comme Outlook, et qui lui permettrait d'envoyer des courriels. Donc, on voit comment, avec un LLM, maintenant, on est devenu, les agents, c'est vraiment la possibilité d'utiliser toute cette capacité-là, mais en plus d'agir de manière autonome. Tout récemment également, est arrivé ce qu'on appelle les MCP, qui agrandit encore plus la capacité de ces outils-là. Donc, auparavant, ces outils-là, en fait, les agents communiquaient avec d'autres applications au travers de ce qu'on appelle des API. Et donc, ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait dire, par exemple, va lire tel courriel. Donc là, donc on devait passer par une commande, puis après par une autre commande pour envoyer des courriels. Maintenant, avec les MCP, on peut simplement connecter notre agent avec l'application, en fait, par exemple Outlook, et il va être capable d'accéder à l'ensemble des actions qui sont ici. Et donc, vous voyez le schéma qui est à droite, ça donne des possibilités assez incroyables, puisque finalement, on va pouvoir connecter de façon relativement simple un agent avec un ERP, un CRM, une application de finance comme QuickBooks ou Sage avec les courriels. Donc, encore une fois, une extension des capacités en fait, de l'intelligence artificielle. Ça va venir modifier en fait, de façon très, très importante la manière dont on va interagir avec tous ces systèmes-là. Donc, dans le futur, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on interagira directement avec des agents conversationnels qui eux-mêmes interagiront avec des agents qui eux-mêmes seront connectés avec des applications. Et donc, c'est le portrait du travail de demain qui est en train que je vous présente là. C'est à ça que ça va ressembler essentiellement. L'intégration dans les processus également. Donc, là, par exemple, je vous ai mis à gauche un schéma très simplifié en fait d'un agent, par exemple, qui vient catégoriser des courriels. On décrit un processus et on programme avec des plateformes comme, dans ce cas-ci, là, c'est Power Automate, mais il existe plein de plateformes qui existent, qui font ce genre de choses. Donc là, j'ai mis des exemples d'autres plateformes comme Zapier, Make, N8N. Mais donc, l'idée, c'est qu'on a toute une série d'activités
qui se suivent les unes après les autres. Et à l'intérieur, ben, on a une activité, par exemple, qui inclut, qui fait intervenir un agent. Et donc, ça, c'est ça qu'on va appeler finalement l'automatisation agentique, donc l'automatisation de nos processus avec l'intégration des capacités de l'intelligence artificielle et des agents à l'intérieur des processus. Donc, pour faire une sorte de petit wrap-up, donc qu'est-ce que ça nous permet d'avoir? Ça nous permet d'avoir, en fait, quelle est la capacité de ces agents-là? Ben, tout ce qui existait auparavant est encore présent, donc on est capable de bâtir des agents qui vont faire des prédictions sur un grand nombre de données. On est capable d'avoir des outils qui peuvent dialoguer avec nous en langage naturel. Imaginez le volet service client, en fait, qui était quasiment impossible, ou quand on dialoguait avec des chatbots par le passé, c'était une catastrophe. Mais ça permet de faire des choses vraiment différentes, mais aussi des outils qui sont capables de réfléchir, de planifier, de prendre des actions et d'apprendre même du travail qu'ils ont pu faire. Pour les gens qui utilisent, par exemple, ChatGPT-5, donc si vous lui posez une question qui peut être généralement assez complexe, il va embarquer dans un mode où il va d'abord planifier toutes ses activités. Il va dire, bon, moi, je vais faire ça, 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 puis après, il va les faire. Et donc, c'est ça que ça veut dire, en fait. Donc, on a des outils, en fait, avec une grande capacité de réflexion, de planification et d'action. Et maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir des agents qui collaborent entre eux pour réaliser des tâches complexes. Littéralement, ce que c'est en train de créer pour nous, ça crée comme une sorte de nouvelle main-d'œuvre digitale. Et donc, pour les plus curieux d'entre vous, si vous voulez aller voir, mais donc il existe des plateformes aujourd'hui où les gens vendent littéralement tous les agents que vous pourriez avoir besoin pour gérer une entreprise. Donc, à gauche, par exemple, vous avez l'exemple d'une compagnie qui fait ça, mais il y en a énormément. Puis à droite, vous avez aussi l'exemple d'une entreprise qui a commencé à réfléchir à son organigramme, non plus seulement avec des personnes, mais avec des agents d'intelligence artificielle. Bon, mais tout ça, c'est bien intéressant. J'espère que vous y voyez clair sur les capacités de ces outils-là. Mais évidemment, la grande question, c'est, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment est-ce que dans mon contexte particulier, dans le contexte de la construction, comment est-ce que je vais pouvoir appliquer ces outils-là pour aller rechercher le maximum de valeur? Donc, comme je te disais tout à l'heure, en fait, selon moi, une des bonnes approches, en fait, ici, c'est de se focaliser sur le processus de création de valeur, qui est les projets que vous faites en construction. Et donc, là, j'ai simplement imagé, en fait, des étapes. C'est possible que, en fait, selon votre contexte, les étapes soient légèrement différentes, mais vous allez voir qu'on va être capable, on va se servir de ça pour aller identifier quand même des opportunités que je pense se retrouvent à peu près dans toutes les entreprises. Donc, première chose qu'on va aller voir, on va aller regarder du côté de la soumission et des contrats, l'étape de soumission et de contrat. Écoutez, on a plusieurs clients dans le domaine de la construction. Puis, voici à quoi ressemblent les processus chez les clients avec lesquels on travaille. Puis, donc là, je parle vraiment de l'étape où il faut estimer le coût que va avoir un projet. Tous les clients avec lesquels qu'on travaille aujourd'hui, et ce ne sont pas les plus petits, utilisent des tableaux Excel. C'est pas, donc, ce qu'on voit souvent, ce sont un tableau comme vous le voyez à gauche, là, un fichier Excel avec, vous avez une synthèse qui permet de regarder pour chacun des éléments, plomberie, toiture, fondation, par exemple. Là, on est dans le domaine résidentiel. Une synthèse de combien ça va pouvoir coûter. Et là, vous avez une série d'onglets qui sont tous par section, puis après par sous-section à l'intérieur, où en fait, tous les coûts sont découpés pour être capable d'avoir une évaluation de ce que chaque partie du projet va pouvoir coûter. J'avoue que je suis très admiratif en fait du travail qui a été fait en fait par toutes les entreprises que j'ai pu rencontrer. Et en même temps, mais quand on regarde ça, on voit aussi le temps qui a été passé en fait et qui doit être passé en fait à chaque fois pour être capable d'évaluer un projet.
On voit également, et je peux vous le dire, en fait, j'en ai trouvé quelques-unes quand j'ai travaillé sur certains de ces fichiers, mais on peut retrouver parfois des erreurs, soit de saisie, mais surtout des erreurs de formule, ce qui peut avoir un impact en fait assez considérable. Et l'autre élément, c'est que malgré la sophistication des outils qui sont là, il reste qu'à la fin de la journée, ce sont des estimations. Les estimations qui sont faites là vont faire intervenir une certaine subjectivité en fait dans des calculs qui vont faire tous ces calculs-là. Tu vas dire, bon, ben, je vais rajouter un 3%, un 4%. Et donc là, c'est vraiment toute la subjectivité en fait qui rentre en ligne de compte. Une des premières opportunités en fait qui existe avec l'intelligence artificielle, c'est passer de ce modèle-là à un modèle où finalement, par exemple, on pourrait avoir, parce que très souvent en fait, on va aller chercher, on a des données sur les fournisseurs, on a des données sur les projets qui sont passés, on va essayer d'estimer en fonction de ce qu'on a fait dans le passé, on a nos données sur nos salaires, sur le prix des matériaux, et donc une des premières opportunités, c'est de prendre ces données-là et de les connecter ensemble pour être capable, évidemment, de commencer à faire de la prédiction. Première étape qui est de dire, à partir de toutes ces données-là, avec l'analyse du projet tel qu'il est prévu, mais quel pourrait être le coût en fait de ce nouveau projet. Et là, on vient utiliser en fait des algorithmes de machine learning en fait, qui sont plus traditionnels par rapport à ce qu'on peut voir sur les médias sociaux aujourd'hui, mais qui sont d'une grande efficacité. Et donc, en fait, d'une manière assez rapide, on est capable d'avoir une évaluation, une première évaluation de son projet. Évidemment, là, on est dans une qualité de prédiction qui est plus grande que celle qu'on peut faire manuellement. Et évidemment, mais donc, on a un aspect d'objectivité. C'est pas rare que, généralement, les entreprises qui arrivent, qui ont un bon système en place, on va avoir un niveau de précision entre 60 et 75% en fait dans leur prédiction. C'est sûr qu'avec des outils comme cela, en fait, la puissance de calcul nous amène plus dans les 80 à 95% également de précision. Donc, une belle amélioration. Mais évidemment, une fois qu'on a fait une première prédiction de cette façon-là, on ne passe pas au travers qu'il va falloir sélectionner les fournisseurs, il va falloir les contacter, obtenir leur soumission pour avoir un engagement ferme. Parfois, ça demande des suivis, des réponses à des questions. Puis une fois qu'on les a, il va falloir commencer à aller rentrer l'information dans notre fichier Excel. Donc là, deuxième type d'opportunité, en fait, c'est de faire une bonne partie de ce travail-là par des agents qui vont évaluer en fait le prix, en fait le coût de ce projet-là. Donc, première étape qui pourrait se faire, c'est la sélection des fournisseurs. Ça pourrait être quelque chose que vous fassiez vous-même. Mais après, on peut avoir des agents qui, en fonction des fournisseurs que vous avez, vont prendre contact avec vos fournisseurs, leur donner l'information dont ils ont besoin pour être capables de faire une soumission. Puis là, vous voyez, je le mets, ça peut être par courriel, mais aujourd'hui, on est aussi capable de créer des agents qui vont utiliser la voix. Donc, ça pourrait être des agents qui appellent certains de vos fournisseurs et qui, en fonction de l'information sur laquelle ils sont plugués, en réalité, vont être capables d'expliquer les tenants et les aboutissants et la demande qu'il fait à votre fournisseur. Votre fournisseur répond, mais bien, il aurait des questions. Le même agent, en fait, serait capable de répondre aux différentes questions. Il serait également capable de faire le suivi. Est-ce que votre fournisseur vous a répondu ou est-ce que là, ça fait 2 semaines que vous n'avez pas de réponse? Donc, toute cette partie administrative. Imaginons maintenant que les sous-traitants vous reviennent avec voici la soumission, mais en fait, un agent serait capable, à partir de l'information qui est donnée, de collecter cette information, d'aller classer la soumission à l'intérieur de votre dossier de projet et évidemment, en fait, d'aller reprendre l'information qui est à l'intérieur et la mettre dans votre fichier Excel. Donc, même à l'intérieur de ça, donc il y a un volet on reçoit le courriel, on classifie, on extracte de l'information. Toutes ces activités que je suis en train de vous nommer ne sont pas des choses qui sont compliquées à faire. En fait, la technologie est déjà présente avec un très, très bon niveau de précision, mais c'est l'orchestration, en fait, qui compte ici, c'est l'utilisation de ces capacités-là dans un ordre précis.
Évidemment, une fois qu'on a l'information, eh bien, on est capable de mettre l'information à l'intérieur de vos fichiers et on serait même capable de le mettre à l'intérieur de la base de données que je vous montrais tout à l'heure, qui fait les prédictions. Et là, une fois qu'on a ça, mais la troisième étape, c'est qu'il faut arriver à construire la soumission que vous allez faire à votre client. Donc, vous avez le coût, mais donc, bon, la description du projet, encore une fois, elle pourrait être faite de votre côté, quoique vous savez probablement que, imaginons que vous êtes en rencontre avec un client, vous seriez capable d'enregistrer en fait la conversation que vous avez, soit parce que le client est d'accord, soit en fait vous prenez du temps après la rencontre avec votre client, et puis ben en fait cet enregistrement-là serait capable à partir de là de faire une première description du projet que vous pourriez vérifier ou valider. Le calcul du coût et du prix du projet, ben, on a fait le tour en fait à l'instant. Vous pourriez avoir besoin d'aller identifier toutes les normes qui sont applicables pour votre projet. C'est aussi une très, très belle application qu'on a pu voir avec certains de nos clients où finalement, on vient mettre un agent qui va se plugger sur un dossier partagé. Bon, très souvent, ce sont des SharePoint avec les normes. Et donc, on va programmer, en fait, configurer l'agent pour qu'il soit capable, en fonction du projet, d'identifier les normes qui vont être applicables, donc aussi les différents permis qui devront être réalisés. On ne l'aborde pas, en fait, aujourd'hui dans la présentation, mais à partir du moment où on ouvre ce processus de demande de permis, en fait, là aussi, on a énormément de possibilités, en fait, d'automatisation et de réduction du travail administratif. Mais admettons que cette partie-là, on la laisse de côté pour l'instant. Tout le volet rédaction de la soumission, donc à partir en fait, d'un format que vous avez défini, ben, en fait, un agent est capable de faire une bonne partie de la description en fait, du projet avec des informations qui sont fournies par les 3 premières étapes. Et il vous reste finalement à quand même réviser, ajuster, valider en fait le contenu de ce qui a été créé pour que par la suite, vous pourriez simplement l'envoyer avec un courriel qui est rédigé de façon professionnelle, encore une fois par un agent d'intelligence artificielle. Puis, vous pourriez aller jusqu'à la mise à jour en fait, des informations à l'intérieur de vos outils CRM. Exemple ici, donc on pourrait avoir un expert qui est en norme de construction. Donc là, on le fait dans un GPT, donc c'est un GPT personnalisé, donc qui est connecté avec de l'information et qui est capable de répondre aux questions que vous pourriez avoir ou à évaluer les différentes normes en fait, qui puissent s'appliquer. Ça fait déjà un bon panorama des opportunités qui peuvent exister en fait de ce côté-là. On va prendre quelques minutes pour regarder ce qui peut exister en termes d'opportunités quand on est dans l'action, en train de réaliser son projet. Là aussi, en fait, beaucoup d'opportunités. Une des difficultés qui existent dans ces projets-là, c'est d'arriver à évaluer, en fait, est-ce qu'on est en bonne voie au niveau de notre profitabilité, au niveau du contrôle de nos coûts, et donc, est-ce qu'on va gagner de l'argent sur nos projets? Ça peut paraître simple, mais donc imaginons qu'on a un projet, donc voici l'évolution prévue des dépenses dans le temps, donc en fonction de l'évolution du projet. Voici où est-ce qu'on est rendu en termes de dépenses réalisées. Donc, dans un cas comme celui-ci, quel serait votre point de vue sur le projet? Est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on n'est pas bon? Quelle serait la qualité? Donc, je vous inviterai, si vous le souhaitez, à donner votre avis dans le chat. D'après vous, en fait, quand vous regardez une courbe comme celle-là, est-ce que le projet est en bonne voie? Non? Dépassement de coût? Fait que, là, maintenant, coût actuel plus élevé que budgété, tout à fait, absolument. Mais maintenant, on va rajouter une autre information. C'est que, donc, en gestion de projet, généralement, on va regarder les dépenses prévues
on va regarder ce qui est réalisé, mais on va aussi regarder ce qui a été créé comme valeur. Et donc, ce que je veux dire par là, donc là, on va la regarder, là, c'est la courbe bleue. Là. Donc, la courbe bleue, ça veut dire que finalement, peut-être que j'ai fait un étage de plus, ou j'ai fait déjà ma plomberie alors que ce n'était pas prévu. Donc, j'ai créé plus de valeur, en fait, que ce qui était prévu. Et donc là, maintenant, vous voyez la valeur créée en bleu, puis les dépenses réalisées en vert. Donc, est-ce que ça change la manière dont vous évaluez votre projet aujourd'hui? Si vous voulez répondre dans le chat. Effectivement, donc là, j'ai une réponse, ça augure mieux. En fait, dans un projet comme celui-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le projet a pris de l'avance. Et donc, on a réalisé plus, parce que la courbe bleue est au-dessus du noir, donc on a réalisé plus que ce qui était prévu à ce moment-ci. Et si je compare la bleue avec la verte, j'en ai fait plus, mais j'ai dépensé moins que ce qui était prévu. Et donc, en fait, en réalité, vous avez un projet qui est en avance et qui est sous le budget en plus. Alors qu'initialement, on a tous le réflexe de dire, mais non, on est au-dessus des dépenses, au-dessus du plan. On peut prendre un deuxième exemple. Prenons ce deuxième exemple ici. Puis là, on a des dépenses qui sont en dessous des dépenses planifiées. Donc, là encore, si on essaie d'évaluer le projet, là, le premier réflexe qu'on aurait tendance à dire, c'est de dire, on est en dessous des dépenses du budget, fait que ça augure plutôt bien, ça, cette affaire-là. Mais si on regarde maintenant la valeur réellement créée, puis qu'on se retrouve ici, en fait, on est probablement sur un projet qui est en retard et qui est au-dessus du budget. Et donc, c'est que là, c'est pas toujours simple, en fait, sur des projets, surtout quand ce sont des projets, justement, en fait, avec le mode qui sont des projets qui sont assez longs comme ça, c'est pas toujours simple de savoir, juste en regardant un ou deux chiffres, de savoir où est-ce qu'on est placé. Je pense que là, on a deux très bons exemples. Les critères, les KPI que vous voyez, les indicateurs que vous voyez sur la gauche, sont les indicateurs d'ailleurs qui sont mis en avant par toute la communauté en gestion de projet. C'est ce qu'on appelle le Earn Management, Value Earn Management. En gestion de projet qui permettent d'évaluer de la manière la plus rigoureuse, en fait, les projets. Et donc, maintenant, imaginez qu'on a notre belle base de données, notre centralisation des données, dans laquelle on fait rentrer toutes les informations, les factures, les feuilles de temps, les achats de matériaux, les locations, les permis et tout ça, et qu'on soit capable, en temps réel, d'avoir nos indicateurs avec les trois éléments qui sont là, et que finalement, on ait un agent qui soit capable de dire, non, mais par exemple, là, tu es en avance, et donc qui est cette évaluation des chiffres, je suis en avance, je suis dans le budget, ou non, je ne suis pas en avance, là, j'ai des choses auxquelles je devrais faire attention. Évidemment, on peut le regarder de manière très globale, mais imaginez si vous avez, je reprends mes 20 sections avec mes 20 onglets que j'ai vus dans mon fichier Excel, mais je suis capable de voir quelle est la partie qui est en avance, quelle est la partie qui est en retard, à la fois au niveau délai et au niveau budgétaire, ce qui est quand même drôlement intéressant en fait pour gérer des projets un peu plus complexes. Imaginez maintenant que je rajoute à l'intérieur de mes données des prévisions météo. Non seulement j'arrive à avoir l'évaluation de mon projet, mais je pourrais même faire des projections en fait dans les mois prochains et avoir des recommandations sur est-ce que je devrais, est-ce que en termes d'engagement de travailleurs, de pigistes, de travailleurs autonomes, de travailleurs en fait ponctuels, ou même de planification de certaines parties de mon projet, ça me peut amener à des décisions quand même bien meilleures que ce qu'on pourrait faire sans avoir tous ces outils-là.
Évidemment, mais quand on veut faire ce genre de choses, ben, on se dit, ouais, mais comment est-ce que je vais faire pour avoir toute cette information comptable, notamment toutes les factures? Et là, on arrive sur une autre opportunité, c'est que on a généralement des processus comptables qui peuvent s'automatiser relativement facilement. Imaginez la plupart des factures qui arrivent dans votre boîte courriel. Donc, un agent serait capable de les prendre, aller classifier les données, comparer même par rapport aux soumissions. Vous envoyez à vous une validation de la facture pour paiement. Allez même se connecter en fait à votre solution si vous avez une solution de paiement pour pouvoir faire le paiement une fois que vous l'avez validé. Envoyer des réponses de suivi à des fournisseurs et puis mettre à jour votre tableau de bord. Puis, en termes d'automatisation, d'approbation, donc là, on ne parle même pas d'intelligence artificielle, mais donc là, je vous donne un exemple. Donc, c'est un processus que moi, j'utilise à l'interne. On a des formateurs qui nous envoient des factures sur une base régulière. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est le processus que je me suis créé. Et moi, je reçois une notification Teams qui me dit, bon, ben, tu as reçu une nouvelle facture, voici le lien vers la facture, est-ce que tu l'approuves? Et ça met à jour, en fait, dans ce cas-ci, en fait, l'outil que j'utilise, c'est une liste dans Microsoft qui permet que mes données soient toujours très, très bien structurées. Mais il y a aussi toutes les données de projet. Là, on a parlé des données, en fait, comme par exemple les factures, mais évidemment, toute l'information du statut du projet, comment ça se passe, peut très bien fonctionner de la même façon, en fait, de façon similaire, je vais dire plutôt. Mais donc, imaginez que le superviseur, qui est la personne qui supervise le chantier, fasse un statut de projet oralement, pourrait le dicter, ça crée un résumé. Bon, ça, je suis sûr qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui le font. Mais allons plus loin, c'est que ces résumés soient enregistrés dans les dossiers de projet, que ce soit même documenté à l'intérieur de votre base de données, qui va vous permettre d'améliorer encore une fois les prédictions dans votre projet. Mais de très belles opportunités qui existent à ce niveau-là. Donc, c'est celle que je voulais vous signaler. Ceci dit, c'est impossible de faire le tour de tout. Il y a tellement d'opportunités. Donc, là, j'ai mis quelques exemples ici, en fait, d'autres applications de l'IA dans la construction. Certains sont plus pertinents que d'autres, dépendamment de vos entreprises. Là, je vais prendre des choses comme, donc, dans certains, pour certains, donc, tout ce qui est surveillance d'équipement. D'abord, de savoir où sont les équipements exactement, évaluer, en fait, quand est-ce qu'on devrait faire la maintenance ou quand est-ce qu'il y a des risques importants de bris. Même le dépannage de certains de ces équipements. Donc, parfois, pour dépanner, comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait avoir un agent qui est connecté avec toute la documentation de l'équipement pour pouvoir aider à dépanner, ou même la personne pourrait avoir accès à l'historique de dépannage, en fait, sur certains équipements. Donc, il y a tellement de possibilités. Une application qui est qui est souvent mise en avant, je trouve, pour bien démarrer, c'est ne serait-ce que de l'évaluation de la situation en termes de sécurité sur les chantiers. Il y a vraiment des belles possibilités. Donc, je ne ferai pas le tour de tout, mais donc ça vous montre, je pense, l'ensemble des possibilités et comme j'espère que ça vous ouvre les possibles, en fait, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre secteur, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne reviendrai pas sur les objectifs, en fait, les bénéfices, évidemment, de tout ça. La profitabilité, réduction des coûts, l'efficacité de la main-d'œuvre, mais également sur les matériaux. Imaginez un agent qui est capable de se plugger sur vos fournisseurs, que ce soit Rona et compagnie, puis qu'ils arrivent à identifier, en fait, les promotions qui ont à ce moment-là, ou ça pourrait être ça, ou de façon même un peu plus perfectionnée. Il y a vraiment des gains impressionnants, en fait, à faire. Bon, on a regardé tout le beau côté, donc tout ce qui est à gagner avec ça. Les risques. Il y a des risques, en fait, et il y a des conditions de succès. Donc, et en fait, l'essentiel, c'est vraiment de bien connaître les risques. Je l'ai mentionné tout à l'heure, le premier risque, en fait, ici, c'est ce qu'on appelle, nous, les projets crocodiles. Puis un projet crocodile, c'est pas compliqué. C'est un projet qu'on est tombé amoureux d'un outil, puis là, on a capoté, puis on a avancé. C'est un choix complètement émotionnel. Et plus on avance, plus on met de l'argent, puis on n'a pas de retour sur investissement. Je sais qu'on est tous très rationnels, on est tous très intéressés par notre
PNL, mais c'est très souvent qu'on fait ça aussi. Moi, je suis tombé dans le panneau à plusieurs reprises. C'est vraiment un des risques les plus importants. Vraiment, un des risques les plus importants. J'aimerais vous parler d'un de nos clients, dont je ne donnerai pas le nom, évidemment, qui a donné 40 licences copilotes. Donc, en fait, c'est pas 40, c'est 400 licences copilotes. Donc, on parle d'une grande entreprise, là. Hein. Donc, c'est très, on parle de gens qui sont très structurés et très organisés. Là. Ils ont donné 400 licences copilotes qui nous ont parlé. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont travaillé avec leurs équipes pour pouvoir améliorer la performance. Ils ont même créé des petites vidéos pour que les gens puissent les utiliser. On parle d'un coût quand même très conséquent. Mais en fait, il n'y a aucun retour sur investissement, aucun gain de productivité. Même en fait, plus ils en parlent de l'intelligence artificielle, puis plus les gens se sentent insécurisés. Le DG, en fait, avec qui on parle là-bas, lui-même très inquiet. Il dit, mais là, si on s'en va à ce rythme-là, mais on va être en retard par rapport à nos compétiteurs. Donc, voici un projet qui, avec beaucoup de bonnes intentions, là, mais qui est un projet qui ne fait juste que consommer, qui coûte très cher, qui ne rapporte pas grand-chose, malheureusement. Donc, la clé dans ces projets, c'est que je vais vous donner à la fois les risques, mais aussi les solutions. La clé dans ces projets, donc il faut trouver des projets qui ont beaucoup d'impact, des projets qui sont relativement faisables, donc une bonne faisabilité donc au niveau technologique, puis des projets qui vont demander le moins d'efforts possible à vos équipes. Et donc, en fait, nous, de notre côté, on a un processus en 5 étapes. Donc, on vous fait lister l'ensemble de vos opportunités. 2, on va commencer à évaluer les impacts. On va trier. C'est une sorte de funnel. Donc, trier les opportunités en fonction de leur impact. Ensuite, on va regarder tout ce qui est en fonction de la faisabilité, de l'impact sur vos équipes. Et à partir de là, on va pouvoir prioriser, en fait, ceux qui ont le plus d'impact et qui vont demander le moins d'efforts. C'est pas rocket science, c'est pas compliqué, mais c'est très, très efficace. Une fois qu'on a ça, on a une série d'opportunités, on arrive à les placer sur nos 3 angles. Et évidemment, la clé, le calcul du retour sur investissement. Donc, ça, c'est super important. Ça évite qu'on arrive à faire des projets, justement, coup de cœur. Donc, si on prend un projet, ça va juste chercher 75 000, juste, entre guillemets, mais ça serait déjà intéressant. On a besoin de le développer. Ça coûte pas 500 $, développer un agent. Là. Mais donc là, par exemple, on peut faire un développement sur 30 000, mais un retour sur investissement, en fait, en moins de 6 mois, c'est réglé. Puis sur un an, finalement, on a des liquidités additionnelles qui arrivent. Donc, et ça, c'est vraiment, vraiment important. Faites parler les chiffres, en fait, dans vos projets avant de les commencer. C'est la clé du succès. Ensuite, même dans le développement, c'est vraiment l'idée d'avoir une approche très agile. Donc, au-dessus, là, dans la partie haute de ce graphique-là, je vous montre les étapes dans un projet de construction. On sait déjà que c'est toute une maison qu'on va construire, donc c'est normal qu'on parte de cette façon-là. Dans l'intelligence artificielle, on va plus utiliser les approches agiles qui sont utilisées dans l'informatique, où on va faire une bonne planification stratégique. Ensuite, une fois qu'on aura clarifié le type d'agent qu'on va vouloir faire, on va concevoir notre agent. Quelles sont les fonctionnalités qu'il va faire? Quelles sont celles qui vont être les plus importantes? C'est ce que nous, on va appeler le sprint 0. Et après, on va le développer, on va le déployer en petites étapes. Donc, et ces étapes-là, on va appeler ça des sprints. Donc, on fait un sprint 1, on a déjà quelque chose. Donc, peut-être que ça fait juste la moitié de ce qu'on aimerait, mais ça fait déjà quelque chose. Puis là, on peut le tester. Puis là, on continue, sprint 2. Puis là, on avance comme ça au fur et à mesure. Ça permet de gérer le risque, de voir la valeur qui se délivre au fur et à mesure. Et ce sont des très bonnes façons, en fait, d'avancer avec ce genre de projet. Ce qui veut dire aussi que si vous êtes rendu au sprint 4, puis là, vous voulez vous arrêter, attendre un 6 mois, vous pouvez, mais vous profitez déjà de toute la valeur qui a été créée dans les 3 premiers sprints. Donc, très bonne approche, en fait, pour pouvoir déployer ce genre de projet. Deuxième risque important, les gens qui sont super enthousiastes mais qui ne voient pas du tout les risques, notamment pour la confidentialité, la sécurité des données, le partage d'informations personnelles, loi 25 et compagnie.
Vraiment adopter un regard très, très critique par rapport à l'intelligence artificielle. Fait que là, je vous mets à gauche un petit prompt que moi, je vous invite à prendre, à copier et à mettre dans votre chat GPT. Demandez-lui simplement quels sont tous les risques qui existent en intelligence artificielle. Vous allez être soufflé. Donc, il y en a trois, en fait, gros, en fait, trois grandes catégories. Le premier, c'est vraiment tous les volets de sécurité et confidentialité. Donc, il y a un travail que toute entreprise sérieuse doit faire pour protéger ses données, s'assurer que tout le monde n'a pas accès à toutes les données, que vous êtes conforme aux lois en vigueur, que vous ne risquez pas de retrouver votre planification stratégique sur les médias sociaux, tout simplement. Le deuxième type de risque, c'est les limites de la technologie. Donc, ça fait beaucoup de choses et il y a des choses que ça ne fait pas. Donc, notamment le premier étant les hallucinations qui existent quand même, mais ça a des biais, parfois ça peut manquer de jugement, donc il faut être capable de prendre ces éléments en compte. Et le troisième risque, c'est le mauvais usage qui peut être fait soit par vous accidentellement, soit par des employés de votre entreprise, tout simplement. Puis les conditions de succès elles sont pas compliquées, mais elles doivent être faites. Donc, il y a tout un volet de sécuriser votre environnement technologique, évidemment. Donc là, je mets des outils qui existent du côté de Microsoft parce que nous, on travaille régulièrement avec eux. Mais en fait, dans d'autres environnements, il y en aurait également. Il y a toute une gouvernance humaine à mettre en place, donc politique d'utilisation des outils d'intelligence artificielle, qui est responsable de quoi, le code d'éthique également. Et la mise en place d'une certaine surveillance à la fois des agents, mais également des comportements que les gens ont avec ces agents. Puis même également, il y a un volet financier. Là, donc, si vous créez un agent, parce qu'il y a quand même un coût en fait à l'utilisation des agents, est-ce que vous l'utilisez? Donc, est-ce que vous êtes en train de payer pour quelque chose que vous utilisez ou pas du tout? Bon à savoir, souvent les gens sont un petit peu, une fois qu'on a passé le volet sécurité, les gens sont un peu préoccupés par combien ça va coûter. Il y a énormément d'opportunités, notamment dans les petites et moyennes entreprises, pour consolider les différents outils en TI que vous pouvez avoir et donc de réduire les coûts. Donc, vous pouvez vous retrouver avec une sécurité accrue, puis soit un coût qui est proche, qui pourrait être un peu plus faible, mais sinon très, très proche de ce que vous avez à ce jour. C'est payant d'avoir un regard en fait global sur ce volet-là. Le risque humain, c'est notre troisième risque. Et donc, ce sont des projets qui suscitent beaucoup de résistance, de méfiance, parfois une faible adoption, malgré que ces outils sont super populaires, mais ça fait peur. Les gens sont inquiets pour leur emploi. Les gens sont inquiets même aussi pour la qualité du travail qui est réalisé par les agents. Est-ce que ça va être aussi bon? Est-ce que ça va impacter nos clients? Donc, des préoccupations qui sont généralement très, très légitimes, mais qui, si elles ne sont pas traitées, elles peuvent mettre à risque vos projets et surtout leur retour sur investissement. Je retourne sur ce que je vous montrais tout à l'heure. C'est une transformation majeure du travail. On ne travaillera plus de la même façon. Pour certains, on ne travaille déjà plus de la même façon, mais ça va continuer de changer. La manière dont on interagit avec des machines va changer. La manière dont on interagit, aujourd'hui, probablement qu'on interagit avec des personnes, mais demain, on interagira avec des robots à la place de certaines personnes. Vous voyez à gauche, là, c'est l'organigramme que nous-mêmes, on est en train de faire dans notre entreprise. Donc, Stéphanie est notre experte en marketing, mais on a déjà plusieurs agents qu'elle utilise. Donc, c'est une équipe marketing hybride qu'on est en train de mettre en place. C'est majeur comme changement, c'est vraiment majeur. Et évidemment, ça demande des compétences particulières. Donc, particulières dans le sens, oui, il faut avoir une compréhension de la technologie et ça, c'est vraiment important, mais aussi bien comprendre quel est l'apport que nous, on apporte comme personne, donc en quoi on est différent d'un robot. On peut traiter une grande quantité d'informations et on ne sera jamais capable de faire autant, mais nous, on a du jugement, nous, on a un esprit critique. On a parfois une créativité que eux, ils n'ont pas, en fait. Donc, il faut être au clair avec ces éléments-là et pouvoir les développer.
Donc, parmi les compétences clés, souvent, les formations qu'on voit sont liées à comment est-ce qu'on utilise Copilot, comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle. Ce que nous, on voit, c'est que ça prend beaucoup plus que ça. Ça prend une compréhension de ce qui est en train de se passer avec ces outils-là. Il faut créer du sens. Il faut avoir une vision. C'est un mindset également. Donc, utiliser ces outils-là, c'est accepter que c'est pas bon du premier coup, puis réessayer, puis avancer, puis faire confiance à une intelligence artificielle. C'est pas quelque chose qui est très simple. Il y a le volet habileté et il y a le volet aussi du leadership. Ce que j'appelle par leadership, c'est il va falloir, on ne peut pas être dans un positionnement de victime par rapport à cette situation-là. Donc, comment est-ce qu'on va agir dans nos milieux de travail pour faire en sorte que ces outils-là soient adoptés et adoptés de la bonne façon pour que, d'abord, chacun d'entre nous, on a une job et on sait ce qu'on va faire et on crée de la valeur ajoutée, mais que nos entreprises également en ressortent gagnantes. On a fait à peu près le tour. Je vous dirais prochaines étapes. Donc, puis deux situations probablement dans lesquelles vous êtes. Vous ressortez peut-être de là avec 42 millions d'idées de choses que vous voulez faire, mais vous n'êtes pas au clair avec votre priorité. Ce que vous devriez faire dans ce cas-là, c'est vraiment un atelier de planification stratégique. Puis là, donc, nous, ça fait partie des services qu'on offre. Donc, on vous offre la possibilité de faire ça en une formule express de 2 jours. Deuxième situation, vous avez un cas d'usage très clair, vous avez déjà fait votre réflexion, vous savez exactement où est-ce que vous allez vous en aller, vous avez calculé votre retour sur investissement, et auquel cas, il faut foncer, là. Puis là aussi, si vous le souhaitez, on peut vous aider à développer votre premier agent sur un sprint 0 et 1, donc vraiment la clarification de votre projet, puis la première livraison. On vous donne une idée du budget en fait que ça peut représenter. Écoutez, ça va nous faire plaisir de vous aider avec votre projet. Donc, n'hésitez pas à suivre le code QR qui est là, prendre rendez-vous, puis on pourra discuter de votre projet. Voilà c'était la présentation aujourd'hui. Il est 12h59. J'ai quand même été très vite. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Normalement, donc Stéphanie devrait vous envoyer le lien vers la présentation ainsi que le lien vers l'enregistrement si vous souhaitez la revisionner. Et puis, en part de ça, je vais vous souhaiter, puisque je vais terminer à 1h pour me garantir, mais je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et une très bonne fin de semaine.